En d'autres termes, les vieilles recettes de grand-mère, ça marche pour le pot-au-feu, la tarte aux pommes, ça ne marche plus pour l'exercice de notre profession. Nous devons nous transformer et là maintenant, c'est quasiment une question de survie. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir avec moi sur ma chaîne YouTube des personnes d'exception qui sont Elisabeth Talbourdet, qui est chef de projet chez Amourabi, Marie-Potel Saville, qui est la CEO d'Amourabi, la directrice générale, et Amélie, qui est Directeur juridique dans l'informatique. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo est partenaire du Cercle Montesquieu, qui est la première association des directeurs juridiques. Donc le Cercle Montesquieu, avec Amourabi, on fait un rapport sur les 7 étapes pour transformer sa direction juridique, non pas juste digitaliser. Et je mettrai le lien du rapport en description de la vidéo, donc surtout n'hésitez pas à le télécharger, à le lire. Il est très simple, il est intelligible. C'était la but aussi, c'était de le rendre accessible au plus grand nombre. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment un guide d'action, c'est de donner à la fois des clés de lecture de la situation actuelle, mais surtout d'être un outil d'action. Parce qu'en fait, la transformation de la direction juridique, avant d'être un grand mot, c'est avant tout une méthode. Et une méthode qui commence par une chose, les utilisateurs, les juristes, les opérationnels, et donc la phase 1 qui est l'expression du besoin. Ouais, c'est complètement essentiel de ne pas rater cette étape. Il peut y avoir un réflexe chez les juristes, un peu de s'orienter vers la tech pour la tech. Ah, il faut absolument que j'appuie sur un bouton, que j'ai un super outil qui brille, et comme ça, j'aurai coché la case de l'innovation. Nous, on se rend compte dans tous nos projets, que ce soit de la création de plateformes, de la création de nouveaux outils, du design de processus ou du design de compliance, que réellement, la clé de l'innovation, elle est dans la définition et l'identification des besoins des utilisateurs. Alors les utilisateurs, il faut être bien clair, les juristes, mais surtout leurs clients internes. Et cette démarche-là de centrage utilisateur, elle est absolument clé pour éviter l'écueil de la tech pour la tech et être véritablement dans le centrage sur l'humain. Parce que c'est vrai, moi j'entends souvent des clients qui me disent « je veux automatiser, je veux intégrer une solution de travail collaboratif, je veux faire ça ». Mais attends, est-ce que tu t'es posé vraiment la question de pourquoi je veux automatiser? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça ton problème? Et en fait, je pense que l'expression du besoin, avant tout, c'est réussir à trouver le problème. Le vrai problème. C'est le pourquoi qui est au centre de la question de tout démarrage de n'importe quel projet en fait. Et c'est aujourd'hui ce qui fait la différence entre Apple et Samsung. Apple s'est posé la question de pourquoi je vais créer des objets, des smart objets innovants. Et Samsung s'est juste dit, je vais créer des smart objets innovants. D'ailleurs, c'est une vidéo sponsorisée par Apple, donc vous avez un code promo sur l'App Store. La différence entre une société innovante, avant-gardiste, et une société qui propose des objets connectés. Et c'est exactement le même réflexe qu'il faut avoir pour des directions juridiques, quand on démarre un projet de transformation, de se dire pourquoi. Et parce qu'on s'est déjà posé la question pour qui, on vient de le dire, il faut rester au plus proche des utilisateurs et pas se dire c'est mon directeur général, mon directeur financier qui m'a demandé de faire cela. Il faut véritablement se poser la question de ce que veut l'utilisateur étant les équipes de la direction juridique en premier, parce que s'il n'y a pas d'adoption, on n'arrivera nulle part, et ensuite les clients internes de la direction juridique. Et pourquoi on le fait? En d'autres termes, les vieilles recettes de grand-mère, ça marche pour le pot-au-feu, la tarte aux pommes, ça ne marche plus pour l'exercice de notre profession. Nous devons nous transformer et là maintenant, c'est quasiment une question de survie. Et puis d'ailleurs, tu parlais de vieilles recettes de grand-mère, il faut aussi essayer de nommer les petits-enfants dans le projet. Et moi je trouve que cette démarche de transformation, c'est aussi une manière de promouvoir des talents, promouvoir des collaborateurs. Parce qu'il faut des chefs de projet, exactement. Il faut des nouvelles compétences. Ouais. Et moi souvent ce que je dis quand je vais dans des structures, des câbles ou des directions juridiques, c'est nommer un collaborateur chef de projet sur tel ou tel projet. Parce que derrière, vous pouvez comme ça identifier des collaborateurs qui sont à haut potentiel, on peut peut-être promouvoir les galops demain, qui sont peut-être montés, et derrière, eux, ils seront beaucoup plus légitimes à parler à leurs collègues que peut le faire le directeur juridique, qui peut-être est un peu plus lointain, qui peut-être n'a pas les mêmes relations interpersonnelles, qui peut-être connaît moins aussi le travail opérationnel.
Et ça rejoint complètement ce qui avait été dit lors de l'atelier où un des directeurs juridiques avait expliqué que pour le coup était assez avancé dans le processus de transformation, qu'à lors de l'élaboration du besoin, ils avaient vu aussi les personnes plus volontaires et qu'au fil du projet, il y avait des gens qui s'étaient vraiment démarqués avec des compétences complètement nouvelles qu'on n'imaginait pas, qu'on ne met pas forcément en avant dans une direction juridique. Par exemple, il avait vraiment eu un processus de mapping qu'il avait fait lui-même. Il ne pensait pas du tout qu'il y avait un juriste qui était capable de mapper tous les problématiques comme ça. Donc c'est vrai que ça peut aussi réveiller plein de talents qui sont très pertinents en fait au sein d'une direction juridique et qu'on ne met pas forcément en avant. Et ça rejoint une étude d'Oxford et d'ESTA selon laquelle parmi les compétences clés pour avoir toujours un job en 2030, ce qui serait sympa dans l'absolu, la créativité figure parmi les 5 compétences les plus nécessaires pour être toujours employable. Donc je pense que ça rentre un peu dans cette même logique. Oui, alors ça, vraiment, c'est quelque chose que l'on voit dans à peu près tous nos projets de transformation des directions juridiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment là encore, une sorte de réflexe relativement néfaste qui est de vouloir absolument ajouter une couche avec sa super idée, c'est la super idée que moi j'ai eue, sans avoir fait l'état des lieux de l'existant. Et on arrive du coup à une espèce de millefeuille d'empilement de solutions qui en réalité épuise les équipes. Parce que aussi bien les opérationnels que les juristes, au 5e projet de transfo, ils s'en peuvent plus. Et au 150e outil, ils sont complètement saturés. Donc, il faut absolument se garder, en particulier en matière d'innovation, de réinventer la roue. Et il peut être contre-productif parce que quand on se dit je veux avoir une source unique de l'information, si on en est à la 5e couche d'outils, on se dit alors attends, cette clause, je l'ai vue. Elle est dans Slack, dans Skype, dans mes emails, dans WhatsApp, dans l'outil qu'on a développé en interne avec la DSI parce qu'on n'avait pas les sous, où est-ce et finalement on repart à zéro, voire même en arrière, parce que on ne sait plus où retrouver les informations. Et puis il faut réfléchir dès le début à l'avenir, c'est-à-dire que tu prends un premier outil pour répondre à un besoin qui peut être organisationnel, qui peut être d'automatisation, mais derrière, il faut penser à l'avenir, aux autres outils. Donc penser aussi interopérabilité, penser ouverture sur le monde. Mais on ne veut pas non plus donner l'impression que c'est très complexe et qu'on n'y arrive pas. Et il y a un garde-fou qui est très simple à mettre en œuvre pour lutter contre ça, c'est que justement, on soit dans la co-création avec les utilisateurs. Et dès lors qu'on est dans la co-création, on évite complètement ce risque d'empilement et d'inadaptation en copiant-collant une solution qu'on aurait piqué à un petit copain. Et justement, et ça finalement, ça n'est que quelques heures du temps des opérationnels, des différentes parties prenantes. Et on peut peut-être partager ce qu'on fait nous habituellement pour un peu enthousiasmer les participants avec des petits flyers. Ouais, bien sûr, c'est assez simple. C'est pas du tout compliqué. Je pense qu'il y a plein de manières Déjà, le simple fait d'être dans cette démarche, c'est pas forcément quelque chose qui est vu aujourd'hui. Donc, le simple fait qu'on vienne voir les opérationnels ou les juristes en leur disant alors aujourd'hui, comment ça se passe pour toi, c'est quoi ton besoin, les gens sont contents. Personne ne leur demande rarement comment ils se sentent et comment ça va. Et là, du coup, on parle de choses positives, c'est super, mais il y a des contraintes. Il y a des contraintes. On ne le cache pas. On ne le cache pas, que ce n'est pas facile tous les jours. Des contraintes politiques, des contraintes financières, des contraintes humaines aussi, tout simplement, hein. Des freins au changement. Et comment vous avez vécu, vous voyez chez vos clients les contraintes internes, les leviers de bouclier? Alors, nous, très honnêtement, la gestion du changement, ça fait partie intégrante de notre métier. On ne peut pas mener des projets de transformation sans cette compétence et on s'appuie beaucoup sur des expertes en neurosciences, en particulier Dominique Ajmi, qui est l'une de nos partenaires, qui est une experte en gestion du changement par les neurosciences. Et elle explique très bien, et je vais juste lui emprunter cette petite explication, en fait le cerveau humain considère tout changement comme une menace. C'est la façon dont on est construit, on est tous comme ça. Et la réponse naturelle au changement, donc à une menace, c'est fuir ou se battre.
Et à partir de là, on a tout dit. Ce qui est important, c'est que c'est pas une fatalité, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer aussi sur des enseignements des neurosciences pour sortir de cet état de menace, pour aider le cerveau à sortir de cet état de menace et faire en sorte du coup d'adopter le changement de façon plus fluide. Je donne juste un exemple très très simple qui est à la portée de tout le monde, que vous pouvez tous réaliser presque à la maison, c'est le témoignage de père. Le témoignage de père, c'est quelque chose qui aide le cerveau à sortir de l'état de menace parce qu'on se dit, ok, cette personne-là, elle est comme moi, elle a les mêmes problématiques, les mêmes contraintes, mais elle m'a partagé son expérience et on n'est même pas obligé de dire que ça a marché si ça n'a pas marché. Mais le simple partage d'expérience libère. Et c'est là où la comparaison avec ses pairs devient intéressante et a une véritable valeur ajoutée, contrairement à l'idée de se comparer et de dire, je vais faire comme un tel. L'idée de se dire, je vais me transformer, mais pas forcément exactement de la même manière que mon concurrent ou mes pairs au sein de mon industrie. En revanche, se servir de l'expérience, des retours d'expérience pour justement lutter contre cette réfraction au changement permet d'aider et de faciliter et d'ouvrir des portes. Ça, c'est pour l'interne au sein de la Légie. Il faut aussi penser écosystème au sein de l'entreprise et avoir un sponsor en dehors de la direction juridique. Chez l'IT. Le sponsor IT, il est essentiel. Il nous faut un homme. Mais il ne faut pas se compliquer. compliqué que ça. C'est une question de langage. Et d'ailleurs, je pense que c'est exactement l'écueil que peuvent avoir la direction juridique de ne pas se sentir compris parce qu'ils parlent cette langue, le droit, que personne ne comprend. Mais l'IT a la même frustration. Exactement. Donc en fait, l'IT et le juridique, ils ont beaucoup plus de points communs que de différences. Exactement. Et je pense vraiment que le sponsor IT et le sponsor opérationnel. Et le sponsor opérationnel pour montrer l'enjeu et puis la valeur créée par cette transformation. C'est vrai qu'un bon directeur commercial qui apporte des KPIs qui montre que grâce à ça, j'ai réussi derrière à augmenter mon temps, à diminuer mon temps de signature. Ça, c'est super, ça, c'est la meilleure preuve. Et les KPIs, ça nous fait la transition parfaite avec l'étape budget, parce que comment on fait pour débloquer du budget quand on part de zéro, sachant que la tendance est plutôt au budget flat, voire décroissant, et faire toujours plus avec toujours moins, notamment avec des KPIs. Voilà, je vais mesurer la valeur que je vais créer. Par exemple, ça peut être du temps gagné par personne par semaine. On a réussi avec un tout petit projet chez Renault à avoir un KPIs de dingue, 2h30 gagnées par personne par semaine, avec un projet qui a pris... qui était un de nos premiers projets. Un de nos premiers projets et qui a pris quelques semaines. C'était pas massif. Et comme tu l'as dit très justement, il ne faut pas chercher à repeindre la maison du sol au plafond. Exactement. Si vous débarquez dans le bureau du CEO en disant voilà, il faut 500 000, est-ce que. On va tout transformer. Bizarrement, la réponse va être non. C'est le meilleur base dans zéro. Exactement. Alors que tu pars d'une petite business unit. Tu penses pilote, on a un graphique dont tu veux peut-être parler. Oui, on essaye d'avoir une mentalité impact maximal, avec effort minimum. Donc vraiment une courbe qui fuse en fait tout de suite. Et ça veut dire, en fait, ce premier succès surtout, et on le dit dans le guide, et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important de se dire, ok, j'ai une vision qui va aller très loin dans le temps, dans mes ambitions, etc. Mais c'est avec cette petite première victoire efficace, rapide, on voit que oui, on peut me faire confiance sur ce type de projet, oui, ça a du sens d'implémenter telle ou telle solution, et la solution d'après, elle vient, faut pas mettre la charrue avant les bœufs et vraiment essayer d'avancer étape par étape. Et c'est ce qui aussi participera à l'acceptation des KPI, parce que ça n'est pas seulement au sein de la direction juridique, c'est au sein de n'importe quelle direction juridique. Il ne faut pas confondre KPI et mesure de la performance pour punir. Et pour avoir un côté un peu sévère. Les KPI, c'est véritablement la démonstration de la valeur ajoutée, puisque, comme on l'a dit depuis le début de la vidéo, on est toujours un petit peu à la direction juridique considérée comme la dernière roue du carrosse, comme un centre de coût. Et l'idée ici, par des KPI très simples, est de démontrer l'inverse, finalement, que nous ne sommes pas des centres de coût, mais que nous sommes des centres de valeur ajoutée.
Et puis surtout, sur cette question du budget, moi je crois que le plus important quand on cherche à innover, c'est l'état d'esprit en réalité. Et de revenir au sens de innover, mettre du nouveau à l'intérieur, c'est avant tout dans sa propre démarche, dans sa propre méthode de travail et dans la volonté de faire mieux. Il n'y a pas forcément besoin d'argent pour ça. En tout cas, donc là, c'était tout pour les 4 premières phases du guide de l'innovation juridique qui a été proposé par Hammurabi et par le Cercle Montesquieu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'étais super content de faire cette vidéo avec vous. C'était très riche, très enrichissant. Merci à tous. Super. À très Merci. bientôt. À bientôt.